Salut tout le monde, bienvenue à Lire entre les lignes. Je m'appelle Laurie et je suis votre hôte de ce podcast en fait. Et aujourd'hui, je m'en viens continuer une discussion que j'ai commencée au dernier épisode sur la série de livres Les Percy Jackson de Rick Riordan. Je m'excuse de la façon dont je prononce son nom. Et dans le fond, dans le premier épisode, ça, je faisais la comparaison entre le premier film, le premier livre et son adaptation en film. Et maintenant, je m'en viens faire la même chose, mais pour le deuxième tome, La Mère des monstres. Ça va être le dernier épisode pour l'instant sur la série, parce que je n'ai pas encore regardé la série télévisée. Je sais. Je suis quand même en retard là-dessus. Mais c'est pas trop grave, je prévois l'écouter éventuellement. Donc pour l'instant, il va y avoir 2 épisodes sur, ces livres-là. Si jamais vous êtes intéressé à venir discuter avec moi de la série, ben hésitez pas à me le dire parce que ça va me faire plaisir de faire d'autres épisodes sur cette série-là, parce que honnêtement, j'ai adoré, la série. Mais bref, je vais commencer pour de vrai l'épisode. Donc, je vais faire un petit résumé de ce deuxième tome-là. Si vous les avez pas lus et que vous prévoyez les lire, ben, passez un peu tout droit. À- Ça devrait peut-être me prendre 2 minutes pour faire le petit résumé, fait que passez 2 minutes, puis après ça, j'ai réellement commencé à faire les différences. Ben, en fait, dans tous les cas, écoutez pas cet épisode-ci parce que je vais un peu vous spoiler l'histoire, en fait. Fait que je peux comprendre si vous n'écoutez pas l'épisode pour ceux qui prévoient lire la série. Mais bref, j'y vais pour de vrai. Donc, dans ce deuxième tome-là, donc La Mère des monstres, c'est Percy Jackson. On se rappelle, c'est un demi-dieu, le fils de Poséidon, donc le dieu de la mer, entre autres, qui retourne au camp des Sans-Mêlés. C'est un camp où ce que les jeunes demi-dieux peuvent se rassembler puis se préparer en fait à pas se préparer à être des demi-dieux, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ben, ils s'entraînent, c'est ça le mot que je cherchais. Ils s'entraînent, dans le fond, entre autres, au maniement de l'épée, tir à l'arc, plein d'affaires de ce genre-là pour devenir réellement des demi-dieux puis pouvoir combattre et sauver le monde en cas de besoin. Et justement, cette année-là, c'est le cas. Ils ont besoin de sauver le camp des Sans-Mêlés, parce que dans le fond, le pommier d'or qui est protégé euh, par une potion de protection est en train de se faner. Et ce pommier-là, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il protège le camp des différents monstres. Et si le pommier se fane, dans le fond, il ne pourra pas protéger le camp. Puis cette protection-là, en fait, ce que ça permet, c'est que les monstres, justement, ne peuvent pas rentrer sur le camp. Ils se butent, dans le fond, à une sorte de dôme, si on peut dire. Et ben, justement, dans le cas où ce que le pommier fan, ben là, ils peuvent rentrer. Il n'y a plus cette protection-là, il n'y a plus ce dôme-là. Puis justement, l'arbre a été empoisonné. Puis justement, pour sauver le camp et l'arbre, Percy, avec Annabeth, son amie Annabeth, qui est la fille d'Athéna. Athéna, la déesse un peu de la stratégie guerrière, et du demi-frère de Percy, Tyson, qui est un cyclope, ben, vont partir dans la mer des monstres, un endroit qui est assez dangereux où ils devront justement affronter différentes créatures et des pièges. Et ben, ils vont découvrir plusieurs choses importantes, euh, dont la nouvelle menace qui commence à grandir en fait en Luc, qui est désormais justement l'ennemi juré de Percy. Et ben justement, la quête est semée d'embûches, mais à la fin, Percy Jackson va parvenir à sauver l'arbre magique et à empêcher que le camp, dans le fond, se tombe entre les mains de Luc et des forces obscures. Donc, en gros,
c'est ça le résumé. Puis j'ai rentré un peu plus dans les détails, justement, en faisant la comparaison entre le livre et le film. Donc, premièrement, par rapport aux personnages, avant de réellement rentrer dans le sujet des personnages, je vais faire un petit préambule que je trouve important. Personnellement, je trouve pas nécessairement, ben, pas que c'est pas important, mais comme parfois il y a certaines différences qui est pas si grave de ne pas avoir, ben, des certaines ressemblances dans les personnages qui sont pas tant importantes à avoir. Euh, Parfois, c'est très important de garder les personnages tels quels quand c'est important dans le plotline, dans l'intrigue de l'histoire. Fait que, tu sais, par exemple, une histoire qui traite de racisme, si tu changes le personnage qui est noir ou qui est d'une autre ethnie pour le rendre blanc, ben là, ça enlève complètement l'idée derrière l'intrigue. Mais on s'entend dans les Percy Jackson, c'est pas tant important. Genre la couleur de peau des personnages ou la couleur de leurs cheveux, c'est pas tant important. Donc, par exemple, justement, dans les Annabeth Chase, il y a des différences. Entre autres, dans le livre, elle a les cheveux blonds, tandis que dans le film, elle a les cheveux bruns. Dans le livre, elle a les yeux gris, alors que dans le film, il me semble, elle a les yeux bleus. On s'entend-tu que ça, c'est des différences qui sont pas tant importantes? Euh, dans le livre, ça change rien à l'histoire. Il y a d'autres livres, c'est Oh, il y a The Thing You Hate ou quelque chose you Hate, que c'est l'histoire d'une fille noire qui, justement, se rend à un party. Et puis là, ben, le mini résumé que je fais, il n'y a aucun spoiler. Ça se passe genre dès le début de l'histoire. Puis ça, elle va à un party et elle se fait ramener chez elle par un de ses amis qui est aussi noir. Et ils se font arrêter sur la route par un policier qui finit par enlever la vie de l'ami à la personnage principale. Et ça vient justement partir toute l'histoire de les différences raciales et ethniques, les inégalités par rapport à ça. Donc, dans ce genre d'histoire-là, c'est important de garder ces attributs-là physiques parce que, justement, l'histoire est vraiment basée là-dessus. Tandis que dans Percy Jackson, c'est pas tant ça l'histoire, on s'entend. Fait que là, tu par exemple, justement, que Annabeth ait un look différent dans le film, honnêtement, ça me dérange pas. Je sais qu'il y a aussi pour la série, même si je l'ai pas écouté, mais j'ai quand même vu le casting et l'actrice qui a été choisie pour Annabeth Chase, justement, elle a la peau noire et honnêtement, je trouve qu'elle représente assez bien la Annabeth Chase, même si elle n'est pas pareille à ce qui est décrit dans le livre. Même si j'ai pas écouté encore la série, je trouve que juste la vibe qu'elle a représente très bien Annabeth. Puis en gros, c'est ça l'important. Tout ça pour dire, dans le Percy Jackson, ça c'est une des différences que j'ai juste fait. Ok, oui, c'est vrai que c'est différent, mais c'est pas si grave que ça. Mais une autre différence entre le livre et le film par rapport aux personnages, c'est qu'il y a plusieurs personnages, entre autres Annabeth, qui sont très importants dans le livre. Et là, dans le film, ben, ils ont vraiment pris le bord. Ou même s'ils ils font genre, ils apparaissent dans le film, ben c'est pas à leur juste valeur. T'sais, par exemple, Annabeth Chase, dans les livres, elle est quasiment aussi importante à l'intrigue que Percy Jackson. Même si Percy Jackson veut pas, c'est le personnage principal, évidemment. La série a son prénom, mais Annabeth Chase, elle est aussi importante. Là, je sais pas pourquoi je continue à répéter son nom de famille, mais bref, c'est pas grave. Alors que dans le film, elle est vraiment moins présente. Puis, elle est là de temps en temps, mais on dirait elle est moins présente. Et c'est aussi un peu la même chose par rapport aux autres personnages, donc Clarisse, qui est la fille d'Arès. Arès étant le dieu de la guerre. Puis aussi, Annabeth, c'est la fille de Athéna. Oh, pas, j'ai eu un gros blanc, là. Mais ça, Annabeth,
Ben ça, pour revenir un peu sur Annabeth, dans le fond, c'est ça, c'est la fille d'Athéna et qui est Athéna est la déesse de la stratégie guerrière et Annabeth, c'est un peu pour ça qu'elle est très importante dans la série de livres. C'est que justement, elle a vraiment. C'est une des meilleures stratèges, en fait, du camp des Sans-Mêlés. Elle a une personnalité très forte, elle est très présente dans l'équipe. C'est souvent elle qui va élaborer les plans pour justement que toutes les quêtes aient bien. Et là, on dirait qu'elle est quasiment effacée du film. Elle pourrait quasiment ne pas être là, puis ça ferait pas tant de différence dans le film, alors que dans le livre, dès que Percy Jackson, il y a des problèmes ou qu'il y a un défi qui arrive direct là, Annabeth, en un claquement de doigts, elle va être là, elle va avoir un plan, même 5, au cas où que son plan fonctionne pas. Alors que là, c'est ça, vraiment, dans le film, elle est pas tant là. Puis justement, pour revenir aussi sur Clarisse, Clarisse, fille d'Arès, donc le dieu de la guerre. Clarisse est quand même assez importante dans ce deuxième livre-là. Dans le fond, dès le départ, dans le livre, il y a comme une sorte de défi qu'elle va gagner et quand le camp va se rendre compte que l'arbre est en train de dépérir et que ben, la protection, elle est moins là sur le camp des Sans-Mêlés, ça va être Clarisse qui va être choisie pour aller mener la quête pour se rendre justement pour retrouver en fait la toison d'or. Parce que dans le fond, le but de ce livre-là, c'est que le camp retrouve la toison d'or pour qu'il y a des ben pas des qualités, mais en tout cas, qui permet en fait de guérir toutes et tout le monde. Donc, ils veulent la récupérer pour euh, sauver, protéger l'arbre et sauver le camp des Sans-Mêlés de la destruction. Puis ça, on fait juste le passer rapidement dessus dans le film. Il y a une sorte de mini-compétition qui dure 2 minutes. Puis après ça, direct, bam, de même, il se rend compte que le camp va pas bien. Puis direct, c'est Clarisse qui prend la quête. Mais dans le livre, c'est vraiment plus développé. Et c'est ça. Il y a aussi Tyson, le demi-frère cyclope de Percy, qui a un rôle clé dans le livre, parce que justement, bon, je saute quelques étapes dans le livre, mais ok, j'allais y arriver, ça sera pas long. Mais ça, Percy et Annabeth décident, sans dire à personne d'autre, de partir eux aussi chercher la toison d'or. Et par Georges, ils partent avec Tyson aussi, et ils réussissent à retrouver où est la toison d'or. La toison est sur une île où un cyclope y vit. Et ben, Percy et Annabeth, en chemin, ont perdu Tyson. Mais ils se retrouvent sur l'île et ils doivent essayer de combattre un autre cyclope qui garde en fait la toison. Et ce cyclope-là, ben, il est méchant et il veut garder la toison d'or pour lui. Et Tyson, ben, il arrive en grand sauveur. Percy et Annabeth sont hyper heureux qu'il soit là. Et Tyson réussit à détourner, à combattre en fait son frère Cyclope et à tasser en fait les moutons cannibaux et méchants et qui mangent tout et n'importe quoi. Euh, donc Tyson a réussi à se frayer un chemin à travers ces moutons méchants-là pour aller chercher la toison d'or et la ramener au camp. Donc dans le livre, Tyson il est très important, mais on le voit pas tant dans le livre. Même affaire aussi pour Grover, qui est un satyre, mi-humain, mi-bouc. Dans le fond, Grover, il était parti sur une quête lui aussi, et il s'est fait justement attraper par ce cyclope-là méchant. Et il a réussi à survivre grâce à, en fait,
il s'est comme déguisé en humaine. Et ben ça, c'est le Cyclope qui a été combattu par Persée. Et Persée lui avait mis un bio de bois dans l'œil et ce Cyclope-là ne voit plus très bien. Donc c'est comme ça que Grover a réussi à comme survivre. Mais il en reste plus bien bien long et justement, il réussit à se connecter à Percy Jackson. Dans le fond, ils ont un lien spécial entre eux deux, ils sont meilleurs amis. Puis je me rappelle plus trop comment, mais ils ont créé une sorte de lien télépathique. Et Grover lance plusieurs messages à Percy. Puis c'est un peu comme ça que Percy et Annabeth réussissent à retrouver l'île, en fait. Parce que c'est ça, Grover arrête pas d'envoyer des messages télépathiques à Percy dans ses rêves. Et c'est un peu comme ça qu'il réussit à retrouver l'île. Donc ça vient un peu justement par rapport à l'intrigue. Il y a plein de différences là aussi. Donc comme je disais, dans le livre, la quête principale consiste à récupérer la toison d'or dans la mer des monstres pour sauver euh, le camp des sans-mêlés. Puis dans le livre, il y a vraiment plein ben c'est vraiment ça, un voyage périlleux. Il y a vraiment différentes étapes. Alors que dans le film, il y en a juste une. Il faut qu'il traverse la mer des monstres et il y a comme. Je me rappelle pas de leur nom, mais il y a deux monstres. Il y en a une que c'est comme une sorte de grosse bouche de sangsue dans la mer. Et dès qu'il y a des personnes qui essayent de traverser, elle fait une sorte de gros tourbillon pour que les bateaux viennent s'engouffrer dans sa bouche. Et l'autre monstre, elle est en haut d'un gros rocher, si on peut dire. Et dès qu'il y a un bateau qui passe à côté, ben, elle a une sorte de tête avec plein de lianes, on va dire, lianes serpents, genre, qui descendent et qui va attraper les marins qui sont sur le bateau. Donc, c'est assez difficile. Dans le fond, c'est ces deux monstres-là qui gardent l'entrée des îles de la mer des monstres. Et si tu veux réussir à rentrer, ben, il faut que tu réussisses à passer par là. Puis dans le livre, en fait, Clarisse essaie de passer. Elle réussit pas trop, mais comme les efforts de... j'ai recommencé ma phrase, mon idée en fait. Percy et Clarisse se retrouvent sur la mer et vont, d'un accord commun, vont s'aider à traverser ça. Par contre, Clarisse, sa demande, c'est qu'elle prenne tout le, 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 le mérite. Donc, ils réussissent à traverser ensemble et à contourner les obstacles. Tandis que dans le film, leurs bateaux, autant à Clarisse qu'à Percy, se font avaler et ils réussissent après ça à se faire recracher. Fait que il y a des petites différences là. Et c'est ça. Je regarde mes notes, ça sera pas bien long. Ça, aussi, le rôle de Luke dans le film, il est vraiment mis un peu de l'arrière. Parce que là, dans le livre, il est vraiment important. À différents moments, Percy va le combattre, va essayer de le tasser, va essayer de le rendre hors usage, si on peut dire. J'ai pas d'autres mots pour décrire. Tandis que dans le film, on le voit une fois, ils se combattent, puis c'est tout. Puis son implication dans la trahison est vraiment moins marquée dans le film que dans le livre. Dans le livre, c'est vraiment un peu le centre de... Ben, tout le monde le prend mal, en fait. Tous les personnages le ressentent vraiment, tandis que là, c'est juste quelque chose qui est un peu balayé rapidement. Puis là, ben justement, il y a aussi des changements dans le rôle de Percy, puis dans la dynamique, puis son importance dans, le, dans le film. Ben ça, fait que tu sais, dans le livre, Percy il a une vision un peu plus mature. Il prend vraiment son rôle de demi-dieu important dans le livre. Il y a une conscience grandissante de sa destinée. Il comprend que c'est important qu'il prenne son rôle
de façon sérieuse. Tandis que dans le film, tout ce qui est présenté, c'est qui est un peu un adolescent en quête d'identité. C'est un peu le cas dans le livre, mais c'est pas que ça. Tu sais, dans le livre, il se cherche beaucoup, oui, ça c'est sûr. Tu sais, c'est quand même un adolescent. Là, dans le deuxième, dans le premier tome, il a comme 12 ans. Fait que dans le deuxième, il a 13 ans. Veux pas, il se cherche encore beaucoup dans le livre, mais il comprend peu à peu que faut qu'il voit tout ça de façon mature parce que ben il réalise que il y a quelque chose de il y a quelque chose qui se trame. Puis ça, il le remarque. Dans le film, c'est juste ah, ok, oui, Luke il est rendu méchant. Puis ah oui, faut que je le combatte, mais le plus important, c'est que je batte Clarisse parce que je veux que tout le monde voit que c'est moi, plus moi, le moi, c'est moi le plus fort là-dedans. Alors que ça, le livre, c'est pas tant ça. Et il y a aussi ces pouvoirs qui sont vraiment simplifiés de, dans le film, que c'est beaucoup de OK, oui, il utilise ses pouvoirs pour pousser le bateau quand ils sont sur la mer des monstres. Il y a aussi, dans le livre, on le développe plus. Il réalise pas nécessairement tout de suite, mais il est capable de s'orienter dans la mer. Dans le fond, il est capable de s'orienter avec la longitude et la longitude et ben en tout cas longitude et l'autre là oh, qui est perpendiculaire et j'arrive pas à trouver mes mots mais ça il y a ce pouvoir là puis c'est un peu plus développé dans le livre dans le sens qu'au départ ils réalisent pas que les autres peuvent pas voir ça, ils peuvent pas s'orienter, tandis que dans le film c'est juste il est comme ah ben oui il faut aller par là, puis les autres sont comme ben pourquoi, ben je le vois. Puis là, ils se font wow, c'est vrai, t'es le fils de Poséidon, donc tu peux t'orienter sur la mer. Puis ça prend comme 2 secondes à ce qu'ils réalisent ça. Alors que dans le livre, c'est vraiment plus développé, c'est plus. Il réalise peu à peu ses pouvoirs, puis justement, ça vient un peu avec la maturité qu'il prend. Il réalise peu à peu, c'est ça, les pouvoirs qu'il a. Et même la fin, c'est un peu plus ouvert dans le sens que euh, on sait pas trop ce qui va arriver par après, mais il y a un autre personnage qui arrive. Je vais pas trop dévoiler au cas où que vous vouliez en fait le lire. Mais c'est un peu plus ouvert, tandis que là, on n'a pas vraiment de façon. En fait, je comprends pourquoi, avec la fin qu'ils ont donnée au film, qu'ils n'en ont pas fait d'autres. Puis, veut pas, c'est pas tant. En tout cas, bref, je sais pas si vous. La fin est plus fermée dans le film que dans le livre. Dans le film, c'est vraiment plus la Toison d'Or qui est la ligne directrice, c'est vraiment la Toison d'Or pour aider. J'arrive vraiment pas à faire mes idées ce soir, je m'en excuse. La ligne directrice, c'est vraiment la quête pour aller chercher la Toison d'Or. Tandis que dans le livre, oui, ça reste quand même la ligne directrice, mais c'est comme une ligne directrice qui est inclue dans une ligne directrice plus grande. Parce que là, on réalise qu'il y a quelque chose d'autre qui se trame. Ouais, pourquoi comment l'arbre a été empoisonné? Puis là, on se rend compte que Luc, il est pas mal mêlé là-dedans, dans cet empoisonnement-là. Mais comment est-ce que Luc a réussi à faire ça? Là, peu à peu, on s'interroge là-dessus dans ce tome-là. Même si la Toison d'Or reste le but ultime du livre, il y a tous ces aspects-là. Puis à la fin, justement, il y a un autre personnage qui réapparaît, qui vient un peu déjouer la grande. Attends, c'est pas la grande prémonition, mais en tout cas, il y a comme une sorte de
grandes prémonitions, si on peut dire, qui incluent l'enfant d'un des 3 grands dieux. Donc, soit l'enfant soit de Poséidon, d'Hadès ou de Zeus. Et là, le seul enfant qui était de l'un de ces 3 dieux-là, c'est Percy. Mais là, justement, le personnage qui réapparaît, c'est l'enfant d'un autre de ces dieux-là. Donc, on n'est plus sûr là, de qui cette prémonition-là, qui ça implique. Aussi, pour continuer un peu dans les différences, il y a les éléments mythologiques, ils sont quand même moins présents dans le film que dans le livre. Dans le livre, c'est vraiment un autre aspect qui est important. Donc, la réinterprétation des créatures mythologiques, que ce soit les cyclopes ou les sirènes. Par rapport aux cyclopes, on en a parlé un peu. Prométhée, c'est ça. Prométhée, c'est lui qui gardait la toison d'or. On en parle très peu. Il est très peu présent dans le film. Il combat rapidement, il sauve Grover assez rapidement. Tandis que dans le livre, ça prend quand même du temps avant qu'ils réussissent à le combattre. Dans le livre, il y a aussi des sirènes. Dans le fond, dans le livre, il y a vraiment une longue scène, un long chapitre qui parle entre autres des sirènes. Il y a Percy et Annabeth qui traversent justement la mer des monstres. Après avoir rentré sur la mer des monstres, une autre étape, c'est les sirènes. Et dans le fond, les sirènes, avec leur chant, ils essayent d'attirer justement les marins à sauter à l'eau pour qu'elles puissent les manger et les noyer et les manger. Par contre, si tu réussis à ne pas aller dans l'eau, tu peux aussi savoir ta plus grande insécurité. Puis ça permet justement de développer un peu ses remparts pour ne pas que personne utilise cette plus grande insécurité-là. Et Annabeth, ça a toujours été pas son, je dirais pas son plus grand rêve, mais elle veut savoir c'est quoi sa plus grande insécurité. Parce que justement, elle est très insécure et tout, puis elle veut le savoir. Fait qu'elle demande à Percy de l'attacher au mât parce que justement, quand il approche de cette étape-là, ils veulent se mettre des bouchons de cire dans les oreilles pour pas se faire influencer par ces chants-là, les chants des sirènes. Parce qu'en se mettant les bouchons de cire dans les oreilles, ils entendent absolument plus rien. Percy accepte, mais vraiment parce qu'Annabeth lui tord le bras. Donc, il l'attache au mât, lui, il se met les bouchons. Et ils réussissent à traverser, mais c'est Annabeth, en fait, elle réussit à se libérer de ses liens. Percy réussit à aller la rechercher avant que les sirènes l'attrapent. Et il arrive enfin à l'île de Prométhée. Donc, il y a toute cette scène-là qui n'est pas présente dans le film, c'est comme une des étapes importantes pour se rendre jusqu'à l'île. Fait que tout ça pour dire qu'il y a plein d'étapes de ce genre-là qui sont dans le livre, qui sont pas dans le film. Puis ça rend quasiment le, le, le chemin jusqu'à l'île facile. On dirait qu'il y a juste une étape. Faut qu'il passe par l'entrée avec les 2 monstres que je vous ai parlé un peu plus tôt. Puis après ça, il arrive sur l'île. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est ça. C'est vraiment. Le film, il est vraiment cut to de chase. Il coupe vraiment beaucoup de scènes pour rester dans comme 1 heure et demie. Puis ça fait en sorte que. Puis quand je veux dire dans le 1 heure et demie, c'est que souvent. Il me semble que le film il fait ça 1 heure et demie, 1 heure 45, quelque chose du genre. Puis il y a plein de scènes qui ont coupé dans le film. Eh ben, il y a plein de scènes qui sont dans les livres qui ne sont pas dans le film. Puis ça dénature vraiment l'histoire. Et puis dans le film, on montre pas vraiment la vie quotidienne au camp des Sans-Mêlés. Ce qui est aussi un aspect central du livre. Parce que dans le livre, Percy et ses amis se voient souvent sur le camp, puis ils doivent souvent gérer des rivalités entre les différents demi-dieux. Fait que, par exemple,
les enfants d'Arès ont souvent des problématiques, me semble, avec les enfants d'Aphrodite. Puis souvent, c'est Persée et ses amis qui doivent gérer ça. Puis ça a vraiment une influence sur la suite de l'histoire. Du moins, dans le 5e tome, c'est lui que je me rappelle le plus, où ce que ces rivalités-là entre les différentes maisons, entre les enfants des différents dieux, où ce que c'est le plus important. Puis là, ben, vu qu'il coupe beaucoup là-dessus, ben, s'il avait continué à faire les films, le 5e film, il aurait plus vraiment fait de sens, en fait. Fait que c'est ça. Pour continuer, par rapport plus aux relations interpersonnelles entre les personnages, premièrement, la relation entre Percy et Annabeth. Dans le livre, leur amitié, elle est très, très mise de l'avant. Au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que ben c'est plus juste de l'amitié. Ben justement, pour qu'on se rende compte que c'est plus juste de l'amitié, il faut que, premièrement, leur amitié soit présentée dans le livre ou dans l'histoire. On s'entend que si on veut que ça évolue, il faut le voir évoluer. Dans le film, c'est pas tant présent, puis c'est vraiment présenté de façon superficielle. On voit pas vraiment l'évolution de leur amitié. Ça devient vraiment rapidement un peu plus ambigu très rapidement. Tandis que dans les livres, ils deviennent pas amoureux dès le départ. C'est vraiment graduel, puis c'est vraiment dans les 2 derniers livres, même dans le dernier livre où ce que ben, les 2 réalisent peut-être qu'il y a quelque chose de plus que l'amitié. Mais genre, tu sais, dans les 4 autres tomes, leur amitié évolue beaucoup. Au départ, ils s'aiment pas tant, puis peu à peu, ils commencent à devenir de plus en plus amis. Leur amitié devient de plus en plus tissée, et ça l'évolue. C'est ça. Il y a aussi le lien entre Percy et son demi-frère Tyson, le Cyclope, qui est plus exploré dans le livre. Parce qu'au départ, Percy, il a vraiment de la difficulté à accepter son frère, puis à le comprendre. Il veut pas il veut pas le connaître, en fait. Il veut pas tisser de lien fraternel avec lui. Parce que là, il y a beaucoup de monde qui rit de lui, qui disent «Ah ah, ton demi-frère, il est vraiment bizarre», tout ça. Puis même Annabeth, elle a un gros problème avec Tyson. On apprend plus tard que c'est parce que quand elle était plus jeune, elle, Grover, puis Luke et justement la fille qui réapparaît, la fille de Zeus, en fait, que je vous ai pas. Bon, je suis pas rentrée plus trop dans les détails plus tôt, mais dans le fond, c'est la fille de Zeus qui petite parenthèse pour que ça fasse du sens. C'est ça, Annabeth, Luke et Talia, c'est ça. Ces 3, ils se sont rencontrés quand ils étaient jeunes et ils sont arrivés au camp ensemble avec l'aide de Grover. Les 4, en fait, fuyaient un cyclope et ils étaient quasiment arrivés au camp quand, en fait, le cyclope a réussi à les rattraper et a tenté de les combattre. Et Talia est restée plus en arrière pour le combattre, alors que Grover, Luke et Annabeth réussissaient à se rendre au camp des sans-mêlés. Et justement, Talia, elle s'est fait attaquer par le cyclope, elle a une blessure et elle a succombé à ses blessures, mais ils ont quand même réussi à tuer le cyclope. Et pour son sacrifice, son père l'a transformé en arbre protecteur, en fait, qui allait protéger le camp des sans-mêlés, justement l'arbre qu'on parlait un peu plus tôt dans l'épisode. Justement, en trouvant la toison d'or, quand ils l'ont mis dessus l'arbre, en fait, ça l'a permis à l'arbre de redevenir vivant, mais ça l'a aussi permis à Talia de redevenir vivante. C'est pour ça que là, la prémonition sur un des enfants des 3 grands dieux est devenue un peu plus floue. On n'était plus sûr sur qui ça porte. Bref, tout ça pour dire, Annabeth, elle déteste Tyson à cause de ça, parce que justement, c'est un cyclope et un cyclope a tué son amie Talia.
Donc, elle déteste Tyson. Et, ben, c'est pas tant présenté. Dans le film, c'est pas tant présenté. Oui, on le voit, on sait qu'elle le déteste, on sait un peu pourquoi, mais c'est pas plus développé que ça, ce qui est dommage. Mais aussi, ça, Percy Jackson, Percy, il se fait beaucoup rire de lui, puis Annabeth le boude souvent parce que à cause de son demi-frère, en fait, et ça lui prend vraiment du temps avant d'accepter que Tyson est son demi-frère. Puis pour lui, il est pas seulement son demi-frère, il est vraiment son frère à part entière. Mais ça lui prend vraiment du temps avant de l'accepter. Puis on se rappelle aussi, j'en ai parlé un peu plus tôt, du lien entre Percy et Grover. Dans le fond, ils ont un lien télépathique qui n'est absolument pas présent dans le film. Ça fait un petit bout que j'ai vu le film puis que j'ai lu le livre, mais du moins dans le film, c'est pas tant présent, alors que dans le livre, c'est comme ça, en fait, que Percy et Annabeth retrouvent. Puis ça, par rapport à la présentation aussi des. Je reviens un peu sur la présentation des personnages. Il y a aussi les personnages secondaires qui sont pas tant bien présentés. Donc, tu sais, il y a plusieurs demi-dieux. Là, je me rappelle plus exactement lesquels. J'aurais dû me prendre plus de notes. Mais ça, parce que ça fait un petit bout, je répète, que j'ai regardé le film et que j'ai écouté le livre audio. Mais il y a beaucoup de demi-dieux qui apportent leur aide dans l'intrigue, qui font en fait avancer l'intrigue. Et là, dans le film, ils sont complètement oubliés. S'ils sont présents genre 2 secondes, mais la grande majorité, ils sont absolument pas présents. Puis il y a aussi plusieurs dieux qui viennent les aider. En fait, il y a Hadès dans le livre euh, qui, dans le fond, va demander à Annabeth et Percy d'essayer d'aider Luc, en fait, parce que Hadès, c'est le père de Luc qui est devenu méchant, on se rappelle. Et Hadès, dans le fond, en gros, les dieux ne peuvent pas modifier le cours des choses. Ils peuvent pas juste aller voir leurs enfants, mais ils peuvent comme choisir des entremetteurs en fait pour essayer d'accomplir leur plan. Fait que par exemple qu'ils ont un plan, ils peuvent pas juste eux le faire, mais ils peuvent demander hey, tu peux-tu aller faire ça pour moi à un demi-dieu. Fait que ça c'est correct. Fait que, tu sais, justement, il va voir Annabeth et Percy, puis il leur demande, tu sais, si vous revoyez mon fils, est-ce que vous pouvez essayer de le remettre sur le bon chemin? Puis, il a donné comme... je me semble qu'il a donné deux trucs. Le premier truc, je me rappelle plus... Ah, je me rappelle... ça, il me semble que c'est des sortes de pilules. Et le deuxième, c'est un thermos avec du vent à l'intérieur. C'est bizarre à dire, mais avec du vent à l'intérieur. Et justement, c'est venu les aider. À un moment donné, il y a. Excusez-moi, il y a un char qui a bipé à l'extérieur. Mais bref, je reviens. Mais c'est ça, dans l'histoire, c'est venu les aider parce que pour les aider à avancer plus vite, ils ont ouvert le thermos et il y a une grosse bourrasque de vent qui les a poussés à aller plus vite. Puis c'est ça, les pilules, je me rappelle en quoi c'est utile, c'est comme un autre des épreuves qu'ils ont dû passer par-dessus. Dans le fond, ils sont arrivés sur un gros bateau. On aurait dit un gros bateau de croisière. Mais là, tout le monde agissait un peu bizarrement. Genre, on dirait que tout le monde parlait par automatisme, puis qu'il y avait une sorte de script. En gros, Percy s'est fait transformer en cochon d'Inde par une déesse. Je me rappelle plus laquelle, mais genre, dans le fond, elle a vraiment eu des... elle a vraiment été wronged, si on peut dire, par des hommes. Donc, elle haït tous les hommes. Et justement, elle a transformé Percy en cochon d'Inde. Et quand Annabeth l'a réalisé, ben, elle a catché que les pilules, c'était pour ça. Et
il y avait vraiment plein de cochons d'Inde, dans le fond, qui étaient pleins d'hommes, et elle a pitché toute la bouteille dans leur cage, parce que là, ben, elle savait plus c'est qui Percy, là. Elle savait pas c'est lequel cochon d'Inde qui était Percy. Donc, Percy il a réussi à prendre une des pilules et à reprendre sa forme humaine. Fait que, dans ces cas-là, la présence d'Hadès, même s'il était plus en second plan, ben, les objets qu'il leur a donnés, ben, il était important. C'est grâce à ces objets-là qu'ils ont réussi à passer à autre chose et à continuer, en fait, leur quête. Il y avait aussi Zeus et Poséidon qui est assez présents dans l'histoire. Je me rappelle plus exactement comment, mais je me rappelle qu'il était assez présent. Fait que, on s'entend, il y a quand même beaucoup de différences. Ça fait quand même plus que 40 minutes que je vous parle des différences entre le film, le livre La mer des monstres, la mer des monstres et le film. Fait que, on s'entend, il y en a des différences, puis je suis sûre que j'en ai oublié. Mais ça fait pas mal le tour de ce que je me rappelle. Donc sur ce, je vous fais le petit message de conclusion. Merci d'avoir, aux personnes qui sont rendues jusqu'ici, d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aimez ce genre de comparaison-là, n'hésitez pas à me dire des livres que vous aimeriez que je fasse la comparaison. Parce que même si c'est plus rendu le point central de mon podcast, je suis toujours heureuse de faire des comparaisons pareilles à travers d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à me dire quel autre livre qui a son adaptation, que vous voudriez que je parle. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée, peu importe le moment où vous écoutez l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur Spotify et à mon compte sur YouTube si vous voulez pas manquer aucun des épisodes. N'hésitez pas à laisser un avis sur Spotify ou à mettre un like sur la vidéo sur YouTube. Moi, ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Donc, si vous aimez ça, n'hésitez pas à ben, liker, vous abonner et laisser une note sur Spotify. Sur ce, je vous souhaite en fait une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe le moment où vous écoutez l'épisode. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine!